Pour les gens qui sont en ligne, on veut juste vous dire qu'on va commencer dans quelques minutes. Imagine, c'est mon micro. Signe quand ça sera l'heure de commencer parce que je ne vois plus l'heure. Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être présent en ligne et en personne pour ce panel La mode, l'environnement et nous, présenté à la Maison du développement durable, qui tient à remercier Hydro-Québec et Desjardins comme partenaires qui permettent d'initier ce genre d'événement. Je suis l'animatrice du panel. Mon nom est Maria Varsonneau. Je suis conseillère stratégique en communication chez Futur Simple. Oui, c'est une coop à but non lucratif qui a trois volets. Un volet de recherche scientifique appliquée sur la communication et le changement de comportement. Un volet application terrain, d'où le 1.5 en arrière, qui est un de nos volets qui applique cette connaissance. Euh, et l'autre plateforme numérique qui s'appelle FECE, qui est derrière le défi détox vestimentaire. Un volet, à travers ce volet application-là, nous avons aussi notre service de conseil et stratégie. On accompagne les organisations dans leurs besoins en communication et en changement de comportement autour de l'environnement et la transition. Et finalement, on a un volet qui est un peu en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, mobilisation, formation, vraiment dans le transfert de nos connaissances. Notre but, c'est d'accélérer la transition, mais toujours avec un angle autour du, qu'est-ce que nous autres on appelle le facteur humain, parce que si vous êtes plus ou moins intéressé en environnement, des enjeux, on sait qu'on est tous assez conscients qu'il y a des enjeux présentement, mais l'action est vraiment pas là. Puis pour nous, une des raisons principales, c'est que on ne tient pas toujours en compte des facteurs psychologiques qui nous influencent à agir ou à ne pas agir, les freins, les leviers qui nous amènent à bouger. Donc, c'est vraiment le cœur de notre démarche qui s'exprime de différentes façons. Aujourd'hui, on est là pour parler de mode, l'environnement et nous, justement le petit côté facteur humain ici, dans le cadre du contexte du défi détox vestimentaire qui va commencer ce samedi, le 1er mars, pour une troisième édition. On est très content de relancer ce défi-là. Puis, pour parler de ce sujet-là, j'ai trois panélistes, trois invités qui ont eu l'immense amabilité de venir aujourd'hui. Je les remercie encore une fois.
Il y a Marie-Claude Masson, directrice communication et marketing de chez Renaissance. Marianne Coquelicot-Mercier, qui est conseillère en économie circulaire pour l'industrie du textile pour sa firme Chroma, mais je sais que tu travailles avec plusieurs partenaires que je n'aimerais pas tous. Et je suis aussi responsable du laboratoire d'accélération textile du CERIEC. C'est ça. Et Thomas Dutreuil-Grébert, qui vient dit ton nom, qui est chargé de projet en transition écologique chez Concertation Montréal. Mais encore une fois, un grand merci d'être là aujourd'hui. Juste pour mettre un peu la table, pourquoi on parle ici à la Maison du développement durable de mode. Ça peut paraître peut-être pas nécessairement évident, sans vouloir décrire l'ensemble de la situation de l'industrie du textile et de la mode mondialement. C'est une des industries les plus polluantes au monde. Derrière 8 des gaz à effet de serre mondial, mais son impact se ne limite pas à ça. C'est une industrie qui, entre autres, avec la fast fashion, produit énormément de vêtements avec des fibres artificielles comme du polyester qui vient de l'énergie fossile, c'est du plastique. C'est une des grosses sources aussi du microplastique qu'on trouve dans l'eau quand on lave nos vêtements, entre autres. C'est une industrie aussi où les fibres naturelles ne sont pas nécessairement aussi une solution parfaite. Demande beaucoup d'eau, demande beaucoup de pesticides. C'est une industrie aussi qui génère énormément de déchets parce qu'elle accélère la surconsommation. On produit plus de vêtements qu'on est capable de porter. Puis c'est entre autres un enjeu ici au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce textile-là? Parce que juste au Québec, on consomme plus de 340 000 tonnes de textiles par année. C'est environ 40 kilos par personne. C'est quasiment mon poids. Partout par année, par personne. C'est quand même assez gros. Puis c'est aussi une industrie qui a énormément d'impact social. On sait que mondialement, l'industrie du vêtement, euh, pour qu'à peu près plus de 90 de ses employés n'offrent pas des salaires décents, n'offrent pas des conditions de travail décentes. Il y a beaucoup d'enjeux de santé et sécurité, si ce n'est pas même des enjeux d'esclavagisme, de travail infantile, donc, c'est une industrie qui est nocive à différents niveaux mondialement, mais au Québec, il y a beaucoup, c'est une industrie qui existe encore, même si des fois on a l'impression qu'elle n'existe plus parce qu'elle était déjà été plus grosse que ça autrefois, mais que beaucoup de changements, il y a beaucoup d'angles, il y a beaucoup de dynamisme, puis c'est entre autres quelque chose qu'on va pouvoir parler durant ce panel. Le panel, je vais commencer avec quelques questions pour mes invités, puis je vais garder du temps à la fin pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions en tête si vous avez des questions plus tard pour un de nos panélistes. Euh, Première question, un peu pour tous, parce que le vêtement, c'est quelque chose que, contrairement à plusieurs autres objets, c'est difficile de changer nos habitudes de consommation. On est très attaché à nos vêtements. Puis, je voudrais savoir un peu, selon vous, qu'est-ce que les vêtements représentent pour les gens? Pourquoi c'est quelque chose peut-être d'aussi parfois émotif qui fait aussi qu'on est la difficulté à changer nos habitudes de consommation. Euh, Peut-être, Thomas, si tu veux débuter. Oui. Déjà, ce qui est important de souligner, c'est que le vêtement, c'est un des rares sujets qui est complètement universel. N'importe qui dans le monde côtoie des vêtements au quotidien, puis en consomme. Puis, pour chacun d'entre nous, ça peut avoir des rôles différents selon le type de vêtements également. Donc, ça peut avoir un rôle affectif. Il y a l'affect qui rentre beaucoup en compte dans les vêtements qu'on nous offre, auquel on tient. Il peut y avoir un rôle culturel, il peut y avoir un rôle utilitaire pur, il peut y avoir un rôle même d'outil diplomatique, si on va là, un rôle de vecteur d'expression sociale. Enfin, que ça peut jouer énormément de rôles dans la vie d'un individu et dans sa construction identitaire. Enfin, on en côtoie tellement au quotidien que c'est peut-être pour ça aussi que c'est si difficile, mais c'est un sujet, et étant donné que c'est un sujet universel, c'est aussi un sujet qui permet de traiter d'autres sujets d'histoire, d'actualité et de société, comme la consommation au sens plus large, puisque n'importe qui peut s'y identifier quand on en parle. Je ne sais pas si, Marianne, tu avais quelque chose à dire. Ben, effectivement, le vêtement est un véhicule aussi de valeur. C'est à travers comment on se présente à l'autre qu'on commence, qu'on a un début de communication par rapport à nos valeurs, ce qui on est, notre position sociale, nos intentions. Donc oui, c'est le vêtement est de loin une des matières ou des produits les plus difficiles à gérer
en termes de fin de vie, par exemple, là, dû à cet attachement-là. Ça n'a rien à voir avec un pot de yogourt là, qu'on met dans le bac de recyclage. De ton côté, Marie-Claude? Pas beaucoup à rajouter sur ce qui s'est dit, mais je pense que comme on est conditionné à consommer des vêtements depuis la petite enfance, on voit tout le temps de la publicité, c'est dans les émissions de télé, dans les films, on voit tout le temps des vêtements. Fait que c'est vraiment, ça fait partie de soi. Fait que c'est ce qui a déjà été dit. Fait que ça fait partie de soi, c'est l'expression. Des fois, on exprime notre personnalité, mais il y a beaucoup de statut social attaché encore aux vêtements aujourd'hui. Je pense qu'il y a une belle opportunité de commencer à juste s'exprimer librement en faisant fi des tendances de mode. Justement, Thomas, je sais que tu as travaillé beaucoup sur l'aspect, je pourrais dire, sociétal du vêtement. Puis, je- souvent, les gens ont l'intention de vouloir réduire leur consommation de vêtements, ils prennent conscience des fois, mais on dirait qu'il y a comme plein d'obstacles qui nous empêchent de le faire. Qu'est-ce que tu as remarqué dans ton travail là-dessus? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'obstacles déjà dans la consommation de vêtements. Déjà, si on pense à la fast fashion puis l'ultra fast fashion, il y a énormément d'incitatifs à la consommation aujourd'hui, des prix qui sont beaucoup trop bas et qui aussi déconstruisent la perception du réel prix de ce que devrait coûter un vêtement. Il y a une accessibilité à la consommation de masse qui est très facile en ligne. Maintenant, ça se fait même par application, assistée d'intelligence artificielle. Donc, c'est très, très, très facile de consommer. On peut retourner facilement des vêtements s'ils ne nous vont pas. Fait que ce sont des facteurs qui font qu'on est toujours incité à consommer. Puis, on observe quand même une réelle dichotomie entre la perception des nouvelles générations des changements climatiques, puis de la crise environnementale et leur habitude de consommation, puisqu'ils en ont conscience, mais ils continuent à consommer comme ça. Puis, il y a beaucoup trop d'incitatifs là. Puis, je pense aussi, puis c'est plus une réflexion personnelle, mais il y a encore une glamourisation de tout ce qui est la possession de biens et notamment de vêtements. Avoir beaucoup de vêtements, c'est perçu peut-être comme un facteur de réussite encore. Puis, je pense qu'il faut déconstruire ça. Puis, On la- pense peut-être entre autres les fashion hauls qu'on voit sur les réseaux sociaux. exactement, avoir beaucoup de vêtements pour pas cher, puis ajouter, comme je disais, à la facilité d'achat en ligne, etc. Puis je pense que c'est ça, il faut déconstruire ce mythe-là, puis faire de la décroissance quelque chose, la déconsommation peut-être, quelque chose de louable et qui devient lui-même un facteur de réussite, à réussir à ne pas consommer ou à moins consommer, puisque c'est la première chose à mettre en place, je pense, pour réduire ça. Est-ce que je peux intervenir? Oui. À n'importe quel moment. Est-ce que tu as l'impression qu'on navigue à contre-courant, justement, avec tous ces ultra fast fashion qui poussent davantage la consommation, qui font tout dans leur pouvoir pour qu'on achète davantage, puis nous, assis ici, assis dans la salle, ceux qui s'y intéressent, on fait tout pour ralentir, pour changer la consommation, mais l'effort, des fois, je ne sais pas, comment tu te sens par rapport à ça, toi? Ben, je me sens vraiment qu'on se bat un peu contre Goliath. Là. Oui, C'est c'est sûr ça qu'on que a je veux dire. toujours des plus gros qui arrivent, etc. Ouais. Puis je pense qu'il faut vraiment miser sur la sensibilisation, autant du côté des entreprises que des consommateurs, puisque tu sais, la surproduction et la surconsommation, pardon, marchent ensemble toutes les deux pour moi. Fait qu'il faut défaire l'un pour défaire l'autre, puis le faire ensemble, puis miser sur la sensibilisation, informer les gens. Puis moi, je Exact. travaille beaucoup sur des projets de sensibilisation, leur dire, tu sais, puis on y vient plus tard, je pense, dans les questions, mais leur expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Peut-être pas avoir une optique de trop leur dire ne pas acheter, mais quand tu achètes, qu'est-ce que ça donne? Puis ensuite proposer des alternatives plus orientées vers les solutions. Mais c'est sûr qu'on a un gros combat à mener, puis il faut faire valoir ça vers des plus gros, mais on se bat contre des plus gros que nous, là, c'est sûr. Si je peux me permettre, pour bâtir ce que tu as nommé tout à l'heure, il y a une dichotomie entre les éco-anxieux qui sont les plus jeunes consommateurs. Et oui, quand il y a des pop-up de Shein qui arrivent, c'est les premiers en ligne, mais il y a une question de revenus aussi. Puis ce que Thomas disait, c'est on est vraiment mal informés. Je ne pense pas que les gens choisissent de mal faire pour l'environnement, puis ils voient juste un item mode vraiment pas cher, enfin, je peux m'acheter quelque chose, mais ils ne connaissent pas les dessous de la mode. Puis c'est vraiment là où on se bat contre les Goliaths de ce monde. Puis tout l'aspect fast fashion se ramasse aussi en seconde main. Et énormément, de plus en plus on en achète, bien, plus ça se ramasse chez nous. Tu le portes une fois, tu l'as payé 6 $. Tu dis, bon, tant pis, ça s'en va chez Renaissance, ça s'en va dans d'autres organismes. C'est un petit peu triste, mais il faut vraiment informer.
Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi la génération qu'on voit le plus dans les friperies. Puis il y a vraiment une démocratisation de la clientèle. Il y a, à nos débuts, on avait des sacs de magasinage, ça existait, puis ça disait Renaissance. Puis les gens sortaient du magasin puis ils tournaient leur sac parce qu'ils ne voulaient pas être vus avec un logo d'une seconde main parce que c'était fait pour les pauvres. Mais maintenant, il y a eu toute la tendance du vintage, puis après ça, la tendance écologique avec un des bons côtés de la COVID, parce qu'il y a eu des bons côtés. Il y a une grosse hyper-conscientisation de l'impact de nos achats parce qu'on ne pouvait plus acheter autant qu'on pouvait. Puis là, les gens, ben, on n'a pas de sac, ça n'existe plus, mais les gens sont fiers de dire qu'ils ont trouvé quelque chose chez Renaissance ou ailleurs. Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais les jeunes sont très heureux de magasiner, de trouver des choses. Puis quand on ouvre des magasins, on voit souvent des jeunes qui viennent avec leurs parents et ce n'est pas les parents qui traînent les enfants, c'est vraiment l'inverse. Mais c'est parce Donc, qu'on c'est vient bien. au point peut-être aussi de l'identification, dans le sens que les vêtements, c'est une partie de notre personnalité, d'estime de soi. Puis maintenant, afficher comme quoi tu as acheté quelque chose de seconde main qui est bon pour la planète, je vais mettre des guillemets ici, des fois, là, ça vient renforcer une identité pro-écologique qu'on peut avoir qui maintenant est bien perçue, que peut-être auparavant on n'avait pas, là. Tout à fait, oui. Puis justement, ben, ça amène un bon point sur ma deuxième question. Justement, est-ce qu'au niveau de la consommation seconde main, on voit de plus en plus que c'est tendance, justement. On voit des hauts seconde main, pas juste des hauts Shein ou autres trucs du genre. On voit des gens acheter pour de la revente, pour faire du surcyclage, pour aller vendre. Ben là, on n'a plus de Vinted au Québec, mais des plateformes du genre. Est-ce qu'on peut surconsommer du seconde main? Est-ce que c'est un enjeu présentement? On peut surconsommer, point. Toute catégorie de produits confondus, incluant la seconde main. Combien de fois j'ai une amie, ça fait son garde-robe déborde, mais c'est la tentation de dire « Ah, wow, j'ai trouvé ça tellement pas cher. » Mais si on ne le porte pas, si on ne l'utilise pas, c'est une surconsommation. Donc, il faut vraiment se poser la question, en ai-je vraiment besoin? Puis on ne dit pas de se limiter juste à ce qu'on a. Tu sais, on a fait la promotion une fois, on a essayé de parler de la garde-robe capsule. C'est un gros défi, là. C'est 40 morceaux, 40 morceaux de vêtements, incluant les pyjamas, les chaussettes. C'est pas beaucoup. Mais juste se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis les sondages qu'on avait faits disaient, on porte 20 de ce qu'on possède. Puis des fois, on oublie juste. C'est combien de fois tu arrives et tu dis, ah, j'ai besoin d'un t-shirt noir, il est en vente, je l'achète. Tu arrives chez vous, tu fais le ménage de tes tiroirs, tu en as déjà 4. C'est juste, tu avais oublié que tu en avais. C'est la réalité. C'est juste une réalité. On consomme, on profite des ventes. Fait que c'est très spontané. Nos comportements d'achat sont très spontanés. Puis les influenceurs, qu'est-ce qu'on veut? Ils ne s'appellent pas influenceurs pour rien. Et oui, quand ils font des hauls, puis qu'ils disent, j'ai trouvé ça, j'ai acheté un panier plein pour 25 ben, ça influence dans la surconsommation. J'ai une question. Oh, j'ai une co-animatrice, c'est parfait. Est-ce que vous voyez des produits que vous avez vendus qui vous reviennent? Oui, Oui, ben, c'est on ça, il les y a un tague espèce pas, de roulement. mais absolument. Moi, j'ai acheté ça chez Renaissance. C'est drôle parce que je l'ai acheté dans une boutique, puis je croise quelqu'un qui est consultante chez nous dernièrement, puis elle me regarde comme ça, je dis, ça te dit quelque chose? Elle dit, ouais. Je dis, ben, je l'ai acheté pas loin de chez vous. Elle dit, j'avais quelque chose de très similaire. J'ai dit, je l'ai acheté il y a 2 ans. Elle dit, je pense que c'est mon ancien chandail, mais quand je vais le finir, il est en bonne condition, je ne vais pas le jeter. Quand moi, je vais être tannée de le porter, je l'ai payé 12 $, je vais le redonner. On redonne dans les organismes ce qu'on donnerait à un ami ou un membre de la famille. Tu ne donnes pas ce qui est troué, mais ce sera un autre sujet. Là, mais C'est ça, oui, on revoit des trucs. c'est un peu une forme de... Ça nous permet de déculpabiliser, de savoir Oui, qu'on peut le redonner après. oui, absolument. Ça, C'est un peu le cercle vicieux. Ouais. Oui, ben, Fait je que c'est pense les un peu livres, comme les tu expliquais vidéos. qu'on Ouais. n'achète pas cher, mais c'est pas grave, on le porte une fois, mais je vais le donner à un organisme que quelqu'un d'autre va le porter après. Mhm. Et puis, si je peux intervenir, c'est le même problème qu'on a avec l'ultra fast fashion. Si on fait le parallèle, là, c'est pas cher, donc c'est pas grave si je le porte une fois, c'est pas cher, c'est pas grave s'il brise au premier lavage. Puis cette réflexion-là, je pense qu'il faut l'avoir en amont de tout le reste, quel que soit ce qu'on consomme. Mais c'est sûr que les vêtements, et on revient à la première question que tu nous as posée, les vêtements, on peut en surconsommer facilement. Puis je pense que je te cite toi, Marianne, mais je me trompe peut-être, mais tu sais, on peut pas surconsommer des frigos, là. Donc les vêtements, C'est pas moi. c'est un problème. Ah, ok. Moi, c'est les pots de yogourt. Ah bon.
Mais j'aime bien l'exemple du frigo, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, les vêtements, tu peux en accumuler, c'est facile à acheter, c'est facile à recevoir, c'est facile à ranger, tu le mets une fois, ben, je l'ai porté. Mais cette réflexion de réduire sa consommation, même de la refuser avant, c'est peut-être quelque chose c'est même quelque chose qu'il faut mettre au-dessus de tout le reste. Puis après, on arrivera vers les solutions, puis on pourra en reparler plus tard, mais qui sont la seconde main, qui sont les dons de vêtements, qui sont d'autres solutions. On a même reçu, je ne veux pas digresser trop de la conversation, mais comme on reçoit de plus en plus, tu sais, Shein, ils sont identifiés, tout ce qu'on achète sur Temu, c'est pire que Shein, je pense, mais c'est mal connu. Les gens nous disent, allez-vous vraiment les revendre? Mais je dis, qu'est-ce qu'on fait? Si un produit est identifié Shein, on devrait le jeter parce que c'est Shein. Il est produit déjà, il a fait sa marque environnementale, c'est déjà fait, sa marque sociale est déjà faite, et on va les revendre. On va les revendre plutôt que les jeter. Puis ça m'amène justement bien à ma prochaine question. Parce que là, maintenant, on fait bon, OK, parfait, c'est mauvais, on peut surconsommer, mais j'ai quand même besoin de vêtements. Comment je fais pour m'habiller de façon durable? Puis surtout, est-ce que c'est accessible à tous? Parce que je vais faire un peu une référence à des expériences, ben, des commentaires qu'on a vus dans les défis passés. Parce qu'on tu sais, faisait de la promotion de vêtements seconde main, d'acheter moins, de meilleure qualité, possiblement d'un designer locaux. Tu sais, on essaie de, quand tu as besoin d'acheter, puis il y avait des mondes qui se levaient, oui, mais dans ma région, j'ai pas ça. Dans ma terre, j'ai pas ça. Des vêtements de qualité, c'est trop cher pour mon portefeuille. Est-ce que c'est accessible, en fin de compte, de s'habiller durable? Je regarde un peu Thomas, mais. Ben, déjà, s'habiller durable n'est pas une solution en soi. Il y a la solution, c'est de trouver la solution qui vous convient pour réduire votre consommation. Mais il en existe plein des solutions. Ça peut être se tourner vers seconde main, ça peut être se tourner vers l'échange, le partage, l'achat neuf local, par exemple, l'achat durable. Ça peut être plein d'affaires. Donc, je réponds un peu à ta question en disant que il y a plusieurs solutions, il suffit de trouver la sienne. Puis il faut rester curieux et ouvert. Puis il y a le lien social qui est important dans toute cette réflexion-là, parce qu'il y a plein d'opportunités de trouver d'autres manières de consommer, quelle que soit la région, quelle que soit la tranche de prix, quelle que soit la morphologie, en s'entourant de personnes qui sont dans les mêmes conditions de nous, qui sont dans les mêmes horizons de ce qu'on recherche. Et tu sais, il y a des groupes Facebook qui existent pour différentes morphologies, pour différents prix. Il y a même dans la seconde main, il y a des friperies qui sont pour des budgets plus élevés que d'autres. Donc, il suffit d'aller un peu butiner chacune des solutions, peut-être, c'est trouver, rentrer dans une friperie pour une première fois, tester un groupe. Par exemple, je prends le cas de ta région isolée, tu sais, cette personne peut peut-être se renseigner autour. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose entre nous, de partager, s'échanger des vêtements? Donc, il y a plusieurs solutions qui peuvent quand même être trouvées. Donc, oui, ça demeure accessible. Puis, si on parle de l'accessibilité, pardon, au niveau du prix, il faut se rappeler que réparer un jean, c'est toujours moins cher que d'en acheter un nouveau. Puis si on le répare pardon, soi-même avec un petit développement de compétences en regardant un tuto YouTube, c'est même gratuit. Là. Il n'y a même pas à payer la réparation. Donc c'est sûr qu'il y a des solutions accessibles pour n'importe quoi, prolonger la durée de vie de ses vêtements, puis moins consommer surtout. Oui, moi, je me demande si c'est nécessairement, la qualité d'un vêtement est nécessairement liée à son prix. On peut avoir des vêtements très dispendieux qui ne sont pas nécessairement de qualité. Puis je dis ça parce que je me demande s'il n'y a pas aussi une forme de savoir-faire, de connaissance du vêtement qui nous a échappé au fil des dernières décennies, des dernières années, de reconnaître ce qu'est un vêtement de qualité. C'est pas si simple que ça pour la moyenne des gens. Puis c'est peut-être là, en fait, c'est cette connaissance-là du vêtement, de reconnaître un tissu qui ne va pas boulocher après le premier lavage, de reconnaître qu'une longueur de pointe dans la couture, plus les points sont distancés, moins il y a de chances que la couture tienne. Il y a des petites choses comme ça que les gens qui viennent du secteur de la mode ou qui ont étudié dans le secteur, on le sait, mais on n'est pas la masse. Donc, je crois qu'il y a un besoin là, de se réapproprier le savoir-faire, les savoir-faire liés aux vêtements, se les réapproprier, oui, parce qu'on les a perdus complètement. Là. Puis, je sais pas si c'est juste moi qui ai cette impression-là, parce que même quand j'achète un peu plus haut de gamme que du fast fashion dans le neuf, j'ai l'impression que la qualité s'est détériorée dans les dernières années, que des marques que je faisais confiance, parce que justement, je ne suis pas une experte et je faisais confiance à certaines marques,
m'ont déçu dans mes derniers achats. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est Oui, observé, là. oui, oui, absolument. En fait, le prix des vêtements a diminué dans les dernières années, si on fait l'indexation et compagnie, là. Donc, oui, la qualité a diminué, c'est flagrant, là. Parce que le but, c'est d'en produire le plus possible pour en vendre le plus possible. Pour en vendre le plus possible, il faut que le prix soit le plus bas possible. Tu sais, c'est un engrenage qui est très difficile là, à arrêter. C'est un peu cette idée de David contre Goliath, là, mais ouais, Ouais. c'est ça. J'ajouterais, ça revient toujours à l'information. Il y en a tellement qui circulent. Tu sais, nous, on a fait un projet, mais il y a 2 ans. Fait que les données qu'on avait, ça date de v'là 2 ans. Marianne, elle a des données beaucoup plus récentes. Mais comment on fait pour sensibiliser les gens qui ont pas... On n'a pas envie de lire des rapports de recherche toujours, mais il y a des applications qui existent, sont très européennes, qu'on se dise, parce qu'il faut faire attention à l'éco-blanchiment aussi, parce que là, tous les producteurs, en ce moment, les détaillants, doivent déployer, doivent montrer qu'ils font qui déploient des bonnes actions environnementales, mais il y a énormément d'éco-blanchiment. Il y a une action en cours qui est très louable, mais bon, je ne vais pas donner de détails, mais ils veulent faire une levée de fonds pour Renaissance, de dons, de vêtements pour Renaissance. Mais la réalité, c'est qu'ils vont offrir, amenez vos vêtements, je vous donne un rabais pour acheter du neuf fait en Chine. Tu sais, merci. Au moins, c'est des dons de plus, c'est des dons qui ne sont pas jetés. Ce n'est pas nécessairement des donateurs de Renaissance, mais c'est pour encourager l'achat du neuf. Fait qu'il y a toujours une fine ligne. Fait que l'éducation est très importante. Puis les fameuses applications qui sont européennes, des fois, on peut se dire, ah, moi, j'achète, bon, je vais aller acheter chez Zara. Je donne le nom Zara, c'est le premier qui me vient. Je ne connais pas ce qu'ils font. Mais l'application permet de dire, OK, Zara, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Ils sont cotés comment au niveau de leurs actions environnementales? Puis même des marques qui se disent très environnementales, ouf, c'est assez surprenant, mais c'est très européen comme application encore. Mais si ça peut commencer à se déployer, à être beaucoup plus accessible, plus connu, je pense que ça peut être une consultation rapide avant achat, mais il y a des outils en place, il faut juste en faire plus, plus et plus. Puis justement, revenons ici au Québec. Il y a quand même une industrie textile assez dynamique je regarde Marianne parce que je sais qu'elle travaille très, très proche avec eux, puis qui essaie justement de grandir, d'évoluer dans ce milieu-là qui est hautement compétitif, mais de façon peut-être un peu plus responsable. Moi, j'aimerais comprendre un peu comment cet écosystème-là fonctionne ici au Québec. Oui, merci pour la question. C'est effectivement, là, ça fait partie de mes travaux, des travaux que je fais depuis plusieurs années. L'industrie textile, la filière textile, je vais l'appeler comme ça, là, c'est une filière qui comprend plusieurs acteurs qui représentent chacun les maillons de la chaîne de valeur ou la chaîne de transformation. Donc, au Québec, on a autant tout le groupe qui sont les metteurs en marché, les détaillants, les marques de design qui imaginent les vêtements, qui les produisent ici ou à l'extérieur. Et ces marques-là ne connaissent pas nécessairement la fin de la ligne, ne connaissent pas nécessairement le dernier maillon de la chaîne qui est représenté par les friperies, les collecteurs, les récupérateurs. Bon. Et dans le milieu, on a tout un secteur aussi qui est l'industrie manufacturière des textiles eux-mêmes ou de la confection du vêtement. Et ce secteur-là, ben, c'est un fait qui est peu connu, mais le secteur manufacturier au Québec est le plus important au Canada. T'sais, on a une vraie culture de la fabrication de tissus, que ce soit des tricots, des tissages, des non-tissés. Donc, on a une industrie qui est très forte. On a une industrie créative aussi du secteur mode qui est très forte, qui est reconnue. Mais donc, tout cet écosystème-là ne se connaissent pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement d'interaction entre eux, ils ne connaissent pas nécessairement les enjeux des uns et des autres. Et donc, dans le cadre du laboratoire d'accélération de l'économie circulaire du CERIEC, donc qui est un centre de recherche en économie circulaire associé à l'ETS, l'objectif de ce laboratoire-là, c'est de regrouper tous les maillons de la chaîne de valeur et de les amener à co-créer des solutions pour la filière. Des solutions où, d'abord, en fait, on a commencé par nommer les freins de tout un chacun, parfois des freins qui sont semblables, des fois des freins qui sont complètement différents, et ensuite de voir quelles seraient les solutions structurantes pour l'ensemble de l'écosystème.
Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Où est-ce que je m'en allais avec mon écosystème? Parce que j'ai répondu à la question. Ben, c'est ça, si tu m'amenais comme un peu, ben, c'est quoi les initiatives en cours? Donc, Ah oui, c'est entre ça. autres, c'est Donc, ça le le projet. laboratoire, bon, voilà. Donc, la première année du laboratoire vient de se terminer. On a réussi à avoir la participation de 135 personnes réparties dans dans toute cette belle fière-là, en plus de villes, de ministères, de municipalités qui se sont joints à la démarche. Et nous en sommes arrivés à proposer des pistes de solutions, des pistes de projets qui pourraient être réalisables. Donc, on a 6 grands thèmes duquel une vingtaine de pistes de projets ont émané et seront potentiellement mis sur pied, expérimentés dans les 2 prochaines années. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient avec le laboratoire, mais il y a beaucoup d'initiatives existantes. Là, il y a une mobilisation très, très forte dans notre secteur. Ça fait 15 ans environ que je m'intéresse au sujet, mais dans les 10 premières années, il ne se passait pas grand-chose. C'est vraiment dans les 5 dernières années là, où on voit que ça décolle. Puis j'aimerais ça pouvoir en nommer quelques-unes. Oui. Vas-y. OK. On est là pour ça. Ben, dans le secteur mode, là, on a une entreprise qui est vraiment pionnière qui s'appelle Attraction, qui font du vêtement promotionnel, donc t-shirt, kangourou, et qui produisent ici au Québec. Ça fait des années qu'ils cherchent des solutions pour être zéro déchet, donc pour ne pas avoir de déchets de production, pour pouvoir récupérer leur retail. Et récemment, ils ont fait un partenariat avec un recycleur, donc une entreprise mécanique qui a une machine qui fait du défibrage et qui permet de défibrer les retailles d'attraction pour les réintroduire dans un nouveau produit qui est un non-tissé qui sert à faire des sous-planchers ou d'autres formes d'isolation pour le bâtiment. Ça, c'est un projet qui est hyper concret, qui répond à toutes nos attentes. Donc, ça, c'en est un du côté mode et habillement. Ensuite, oui, il y a beaucoup de mobilisation de la part des friperies. J'ai un exemple vraiment intéressant, Maison Le Puy à Trois-Pistoles, qui ont fait l'acquisition d'une broyeuse. Donc, les défibreuses et les broyeuses, ce n'est pas la même machine, ça ne sert pas à faire la même chose, mais ils ont acheté la broyeuse pour faire de la bourre de coussins et eux, ils ont ils ont mis sur pied un atelier de confection. Ils ont développé des produits, coussins pour chiens, coussins, je ne sais plus exactement tous les produits qu'ils vont développer, mais bref, qui vont pouvoir rembourrer avec les tissus des vêtements qui ne peuvent pas être vendus pour les bourrer. Donc, encore une fois, là, c'est un exemple, c'est un succès, là, ça fonctionne. Donc, ça, c'est un très bel exemple. Le dernier exemple que je vais donner, c'est aussi, ça part d'une friperie. Donc, le Recyclocentre à Sorel, avec qui j'ai travaillé je travaille avec eux depuis plusieurs années déjà, mais le projet phare qui vient à peine d'être terminé, là, c'est en fait, avec eux, ils ont monté une ligne de conditionnement. Vous savez, les vêtements, pour qu'ils puissent être recyclés, il faut enlever ce qu'on appelle les points durs, les boutons, les zippers, si on veut les mettre dans la défibreuse. Mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, on a fait un projet pilote pour la ligne de conditionnement pour les retirer. Le résultat de ça, donc les produits, la matière textile, elle a été triée par matière, par couleur puis par motif pour faire un nouveau produit d'artisanat. Donc, on a d'un côté le produit d'artisanat, de l'autre côté, on a un autre débouché. Donc, dans le cas du Recyclocentre, on a 2 débouchés. Un à très haute valeur ajoutée, qui sont les produits d'artisanat, triés par matière, par couleur, par motif, vous comprenez? Et le débouché à très grand volume, où on va pouvoir recycler beaucoup, beaucoup, beaucoup de fibres dans les produits, comme des panneaux isolants pour le bâtiment. Donc, au moment où on se parle, là, présentement, ils sont en train de se faire, les échantillons sont en train de se faire fabriquer à Val-des-Sources chez Nature Fibre. Donc, ce sont des solutions qui sont sur le point d'être commercialisées, d'être accessibles. On déboulonne ou plutôt on répond à beaucoup de questions qu'on avait par rapport à comment est-ce qu'on fait pour les valoriser, les transformer. Est-ce Donc, qu'on va être capable de les mettre à plus grande échelle que d'autres entreprises puissent bénéficier de ces techniques-là, ces technologies-là?
Ben, le défibrage, c'est une technologie qui est accessible à tous. Là. Je dirais juste qu'on ait plus de défibreurs au Québec. Mais pour avoir plus de défibreurs, pour avoir plus d'infrastructures, ça nous prend plus de débouchés. Puis trouver des débouchés, ça prend des gens C'est là créatifs. l'enjeu. Ben oui, c'est ça. Ça prend des maisons Le Puy qui ont une idée puis qui vont jusqu'au bout. Ça prend des recyclocentres qui disent OK, nous, on pense que le marché de l'artisanat, c'est une bonne avenue. Je dis ça, on a travaillé beaucoup avec une personne qui fait des études de marché là, pour nous confirmer qu'il y avait bel et bien un marché pour ça. Oui, mais oui, effectivement, l'objectif, c'est que tout un chacun puisse profiter de ces nouvelles connaissances-là. D'ailleurs, le projet avec le Recyclocentre fait partie du PSES. Je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme, je m'excuse pour ceux qui en font partie. Le PSES du chantier d'économie sociale, dont le livrable final, c'est le transfert des connaissances. Voilà, OK, je m'arrête. Mais ça reste, on parle vraiment d'un point où c'est peut-être un des plus grands enjeux, puis ça, tu nous montres déjà qu'il y a des débouchés, c'est la fin de vie des textiles. Il y en a beaucoup qui se ramassent chez Renaissance, mais ça reste qu'à la fin, vous ramassez quand même vous avec des surplus que vous n'êtes pas capable de vendre. En gros volume, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça fonctionne? C'est quoi les enjeux, les débouchés? Parce que souvent, on a du monde qui est un peu découragé à la fin en disant ah, ben, fin de compte, ça se ramasse quand même en enfouissement, puis on n'a pas de sortie, là. En fait, c'est plus complexe que ça, mais chez Renaissance, on a l'avantage, l'organisation va très bien. C'est sûr qu'on génère des revenus des dons qu'on reçoit, toutes catégories confondues. On ne fait pas que du textile. Et ça nous permet de déployer des programmes d'employabilité. Nos raisons d'être originales, ben, la première, c'est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, on a des programmes d'employabilité pour aider les gens qui sont éloignés du marché du travail pour différentes raisons. Oui, il y a des personnes qui viennent d'arriver au Québec, mais il y a des gens qui ne travaillent pas depuis des années, qui travaillent depuis 25 ans, puis ils ne savent plus, ils perdent leur emploi. Qu'est-ce que je fais? Je bâtis comment mon CV? Non, je ne rentrerai pas dans l'offre de services en employabilité, mais c'est notre raison d'être. On reçoit des dons, on a quand même 70 points de collecte, un petit peu plus, je pense qu'on est rendu à 72, et on rachète d'autres organismes parce que une multitude de friperies, de ressourceries au Québec qui collectent les dons, mais ils n'ont pas la capacité de les vendre parce qu'ils ont un point de vente. On en a 40. Et la raison pour laquelle on veut continuer de grandir, c'est oui, la mission sociale, mais plus on a points de collecte et plus on a points de vente, plus on va réduire la quantité qui est jetée. C'est mathématique, c'est simple comme ça. En ce moment, on détourne des sites d'enfouissement à peu près 28 000 tonnes de biens, toutes catégories confondues. Puis d'ici 2030, on veut en détourner 50 000. Donc, un de nos prochains projets qui vont être annoncés cette année, on a fait notre première pelletée de terre, c'était un centre d'impact. Un centre d'impact, c'est de l'entrepôt temporaire. C'est une friperie, c'est un magasin kilo où on vend les vêtements au poids. La plupart des catégories sont au poids, mais sinon, les autres articles, c'est ridicule. Les prix, c'est ridicule. Et comme on est au BNL et charitable, chez Renaissance, il n'y a pas de taxes. C'est un choix qu'on fait. On aurait pu les charger, mais on ne les charge pas pour rester abordables puis à petit prix. Mais notre réseau nous permet de dire on reçoit, on vend à peu près 30 à 40 20 à 30 dans notre réseau de magasins réguliers. Ensuite, on vend dans le magasin kilo au poids. Puis, ce qui n'est pas vendu, on a un réseau de racheteurs qui vont soit faire de la bourre ou ça va sortir. C'est nouveau au Québec, là, ça fait quelques années où c'est autorisé de faire pour rembourrer des sièges. Ce n'était pas légal au Québec, fait qu'il fallait vendre à des gens, puis ça s'en allait en Ontario, mais ça restait ici. Le but, c'est que ça ne reste pas dans les sites d'enfouissement. On essaie d'éviter ça. Mais c'est des vêtements vendus en ballot, c'est immense. Mais on détruit 1% de ce qu'on reçoit en textile, ce qui n'est pas beaucoup, parce que le poids du textile, c'est très léger. Hein? On disait tantôt, une tonne de textile, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace par rapport à une tonne de matière durable, comme de la vaisselle, des choses comme ça. Fait qu'on a quand même la force du réseau. Puis le projet de recyclage, je sais que c'est une question qui va venir plus tard, mais le projet pilote qu'on a eu,
ça ne va pas se déployer tout seul. Je pense que même toi, Marianne, c'est tellement de volume, c'est que tout le monde va devoir travailler ensemble. Nous, on essaie de trouver une solution, mais on ne la trouvera pas tout seul. Tout le monde doit collaborer. Puis combien de gens nous appellent, dire mes jeans sont déchirés, je les ai abîmés en faisant un projet de peinture, du textile souillé, il n'y a rien à faire avec ça là, en ce moment. Fait que malheureusement, on se dit, ben, envoyez-nous-le. Mais on ne veut pas recevoir tous les déchets textiles, on ne peut pas le traiter. En fin de compte, Renaissance va jeter ce que les gens pourraient jeter. Fait que c'est pour ça que c'est le fun, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets de recherche. Puis, ben, je vais citer Recycle Québec, le déchet qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne produit pas. Puis après ça, il faut voir comment on fait pour rallonger le cycle de vie du vêtement, d'où la seconde main, la valorisation, le fameux upcycling. Puis ça, ben, c'est des talents à développer. Puis on voit beaucoup de petits organismes, on en a mentionné quelques-uns, mais Atelier B fait vraiment des choses extraordinaires. Entremets, il y en a plein, là. Mais il faut que ça revienne. Ces talents-là de coudre, de prendre le temps de coudre, lâchons nos tablettes, puis apprenons à coudre, à tricoter, à réparer. Il faut que ça revienne. Mais je pense qu'il y a un engouement pour ça en ce moment. Puis qu'on espère que ça va se maintenir et que ce n'est pas juste une tendance pour les 2 prochaines années, que c'est long terme. Et justement, ça fait un bon lien avec, ben, vous travaillez toutes sur des initiatives qui, justement, qui veulent régler certains de ces enjeux-là. Je ne sais pas si vous voulez Je sais que Marianne t'en a présenté quelques-uns, mais peut-être t'en as encore en réserve, mais je sais que Thomas, tu travailles sur le projet. Il y en a d'autres du côté de Renaissance. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oui, avec plaisir. C'est un projet qui m'habite beaucoup en ce moment en plus. On travaille chez Concertation Montréal sur le projet En mode surcyclage. Donc, c'est un projet qu'on mène sur 2 ans, entre 2024 et 2026, qui a plusieurs volets. Le premier, c'est un événement dans les centres commerciaux du Québec qui s'appelle Magazine Ta Solution. Donc, notre première édition est en mars 2025, du 24 au 30 au centre Alexignon. Le but, c'est vraiment de prendre place dans un centre commercial, puis on a cette super belle opportunité de venir parler de consommation au sein même d'un lieu qui est quand même propice à la surconsommation à la base. Puis le but, c'est vraiment que les visiteurs puissent venir découvrir, expérimenter et adopter des solutions pour consommer plus responsablement, découvrir d'autres alternatives et développer leurs compétences dans la réparation, découvrir le surcyclage et d'autres astuces pour limiter le gaspillage vestimentaire. Donc, on espère voir beaucoup de visiteurs. Puis, on va pouvoir accueillir des groupes scolaires parce que dans ce projet, on a un deuxième volet où on développe des séances de cours pour les écoles secondaires qui traitent de la consommation de vêtements au sens large en appuyant sur des thématiques précises comme le vêtement comme outil d'expression sociale, l'identification de l'éco-blanchiment dans les publicités. Donc ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur puisque je pense que de tout ce qu'on a discuté maintenant, avant tout, c'est aussi la sensibilisation citoyenne sur la consommation de vêtements, comprendre ce qu'il y a derrière, pas la culpabiliser, puis ça, c'est très important dans notre projet, lui apporter des solutions plutôt que toujours d'être dans les impacts négatifs, etc. On va tester ces fiches essais pour les rendre disponibles à l'ensemble du Québec, qui vont permettre justement de sensibiliser les jeunes générations à ça, parce que je pense que si on veut changer le paradigme, il faut vraiment le prendre à la source, puis plus on arrive tôt dans l'éducation pour apprendre, comme disait Marianne, à identifier des vêtements plus durables, à être un bon donateur, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on peut prolonger, développer les compétences. Je pense qu'on arrivera à vaincre ce Goliath qu'on mentionnait tout à l'heure dans ta question, Marianne. Puis tout ça, c'est le mot de l'histoire, c'est aussi la collaboration et la concertation d'énormément de parties prenantes. Ça ne se fait pas qu'avec des citoyens, ça ne se fait pas qu'avec des entreprises, ça ne se fait pas qu'avec des organismes de soutien, ça se fait tous ensemble, réfléchir collectivement, puis avancer ensemble pour tenter de diminuer les impacts. Un petit pas dans la solution. Pas dans la solution, puis aller objectif par objectif. Ne nous fixons pas des objectifs trop grands. Sensibilisons une personne à la fois, 20 personnes, 30 personnes, puis peut-être qu'on arrivera un jour à une société comme on l'imagine. Puis ce jour-là, on n'aura plus de job, mais on aura fait avancer les choses. On va trouver d'autres choses. Oui, pour ma part, peut-être que je ne l'ai pas dit clairement, mais le travail que je fais là, depuis toutes ces années-là, moi, je me concentre sur la mobilisation des entreprises puis des manufacturiers, pas tant dans la sensibilisation citoyenne. Puis, je voudrais conclure. Donc, je vous ai parlé de beaucoup de solutions de recyclage. Ça s'en vient, il y en a plusieurs ici au Québec, à l'international aussi. Je n'ai pas parlé de recyclage chimique, de dépolymérisation puis de dissolution. Ça sera pour une autre conversation. Mais ce sur quoi je voudrais clore, c'est
D'autres projets sur lesquels je travaille et qui ont aussi été nommés dans le cadre du laboratoire textile, c'est d'agir en amont. Donc, là, on parle de la formation de la relève des designers, des concepteurs. La formation dans les entreprises aussi. Les designers ou les entreprises d'aujourd'hui qui sont matures, quand elles ont démarré, toutes ces connaissances-là sur l'éco-conception, sur la conception circulaire, n'étaient pas accessibles. Ils ont dû apprendre en le faisant, si vous voulez. Donc, ils ont besoin d'appui, de support, des connaissances. Les connaissances doivent se rendre jusqu'à eux. Donc, il y a beaucoup de projets, plusieurs projets, je devrais dire, qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire outiller les éducateurs, les enseignants, les écoles, les universités, les cégeps pour amener les connaissances. En complément avec former la relève, là, les plus jeunes au primaire et au secondaire. C'est deux outils de changement de comportement, la sensibilisation, puis là, c'est de la incapacitation en leur donnant les outils. Tu sais. Ben, je vais parler du projet pilote de recyclage. Ça, c'est le nom court qu'on lui donne, mais le vrai projet. En fait, Renaissance, depuis plusieurs années, on reçoit des vêtements. On sait ce qu'on reçoit, on sait ce qu'on reçoit qui doit être jeté aussi. 1%, ça n'a pas l'air beaucoup, mais encore comme c'est très léger, au final, c'est quand même beaucoup. Fait que la vision de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour éviter de jeter, quelles sont les solutions. Fait que la vision qui avait été développée du projet avec Vestec Pro, qui est un centre de recherche et développement en mode, en textile, pardon, c'était à 3 volets. Il y avait le volet de réduction, donc tout sensibiliser. Fait que Renaissance, on est dans la réduction parce qu'on collecte des biens puis on les revend. Donc, on encourage le prolongement du RIDI. Des vêtements, la circularité. Puis c'était beaucoup de sensibilisation. On a déployé un petit guide de la consommation responsable. Puis on ne dit pas aux gens quoi faire. On ne peut pas dire aux gens quoi faire. Thomas le disait tout à l'heure. Il y a plein de façons de le faire. Puis des fois, c'est juste réaliser comme hey, regarde, qu'est-ce que tu as dans ton garde-robe. Puis analyse vraiment ce que tu portes. On va toujours faire on a nos vêtements chouchous. Puis savoir consommer moins, mais consommer mieux. Puis, est-ce qu'on peut se dire, ben, on achète comme tant de pourcentage de la garde-robe qui sont des classiques de qualité qu'on paye plus cher, mais on sait qu'on va les porter plus longtemps. Puis un pourcentage qui est plus mode, plus coloré, qu'on peut aller acheter dans la seconde main. Éduquer qu'en seconde main, c'est pas juste l'usager plate, puis démodé, puis abîmé, il y a de la qualité qui se voit là-dedans. Fait que beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Le deuxième volet, c'est le réemploi, donc du surcyclage, travailler avec les gens, les sensibiliser sur ce qu'on peut faire pour étendre la durée de vie encore des vêtements ou les transformer. On est chanceux sur les réseaux sociaux, on les appelle nos éco-laborateurs qui disent « Hey, moi, j'ai trouvé une nappe, je l'ai convertie en robe pour moi et ma fille nous envoie des photos, le projet, c'est comme super le fun, là, mais on en veut plus de ça. » Fait qu'on peut juste les encourager. Et le troisième volet, c'était le fameux recyclage. Mais c'est des années de recherche. Il y a des solutions de recyclage qui existent pour les textiles neufs, parce que tu sais exactement ton entrant, c'est quoi. Nous, on reçoit des trucs, il n'y a plus d'étiquette. C'est-tu du polyester, du coton, du ci, du ça. Avec Marianne a parlé tout à l'heure du tri. Mais quand tu ne sais pas ce que c'est, hein, tout n'est pas recyclable. Il faut trouver des solutions à ça. Puis, fait qu'il y a beaucoup de recherche, beaucoup de développement. Le tri va être une des premières étapes. Puis après ça, il faut trouver d'autres projets. Avec le volet qu'on a eu, la subvention qu'on a eue avec la Ville de Montréal, c'est pour 2 ans. On a atteint les objectifs qu'on voulait atteindre. Il y avait beaucoup de recherches sur la consommation textile au Québec. C'est quoi le trajet d'un vêtement qui est produit, par exemple, en Inde? Puis qu'est-ce que ça génère comme CO2? Parce qu'il y a du transport là-dedans, mais il y a des emplois, il y a toutes sortes de choses. Le prix d'un T-shirt, par exemple, je pense que c'est 0,6 d'un prix d'un vêtement qui est le salaire actuel des employés. Le reste, c'est tout dans les traitements de pesticides, le transport, c'est incroyable, mais on ne le sait pas. Il y a tellement d'informations ingérées que c'est difficile à communiquer de façon ludique parce qu'on ne veut pas dire aux gens, bien là, tout ce que vous faites, ça ne vaut rien. C'est nocif pour l'environnement. On doit s'habiller, puis les vêtements, comme n'importe quoi, il y a une fin de vie. Hein? On a une fin de vie. Les vêtements aussi, les chaises aussi, les meubles aussi, tout a une fin de vie.
Fait que le recyclage, c'est toujours en mode recherche et développement. Il y en a pour des années. Il faut regarder les lois qui existent. Il faut voir dans les différents produits avec Vestec Pro, par exemple, eux ont des laboratoires, des contacts partout dans le monde. Est-ce que si c'est un isolant, ben, est-ce que ça a l'épreuve de l'eau? Est-ce que ça a l'épreuve du feu? Quelles sont les lois qu'il faut rencontrer? Est-ce qu'il y a des lois à développer? Fait que c'est très long. Puis le parallèle à faire, c'est le plastique. Le plastique, on le recycle, on le récupère, il est mis de côté, mais ça a été des années avant de trouver des débouchés. Puis on le sait, c'est pas tous les plastiques qui sont recyclables encore. Fait qu'il faut faire des parallèles avec d'autres industries qui ont fini par trouver des débouchés, mais ça a été des années de recherche. Il ne faut pas lâcher. On continue. Ben, un grand merci pour votre temps. Je vais garder un peu de temps pour des questions de soit des gens de la salle ou en ligne. Je ne sais pas si on a des questions en ligne ou il y a des gens dans la salle qui veulent venir poser des questions. Je peux passer mon micro. On a une question en ligne. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des applications pour des vêtements plus durables au Québec? Vous avez un petit peu répondu, là, mais. Ou une forme d'outil informatif où les gens peuvent se renseigner sur les vêtements qui seraient durables. J'en Mais connais pas. oui, c'est ça. Il y a le Botin en mode responsable qui répertorie des marques selon plusieurs critères qui peuvent être sociaux, qui peuvent être environnementaux, qui est quand même une belle ressource pour aller chercher différents vêtements selon les valeurs qu'on veut porter littéralement. Mais sinon, C'est des designs québécois en plus, non? Si je ne me je trompe pas. pense que c'est québécois. Oui, je pense que Oui, c'est oui. québécois. Mais Ouais. dans le sens que les vêtements qui sont présentés sur la plateforme en mode responsable sont tous des vêtements de créateurs québécois. Oui, il me semble. Bon, en tout cas, c'est dédié au Québec, la plateforme. Fait que je pense que c'est québécois. Puis j'invite cette personne à visiter notre événement Magazine Ta Solution du 24 au 30 mars au centre Alexis-Nihon. Il ou elle aura certainement des réponses à ces questions. On va mettre ça dans notre courriel post-événement. Ben oui, puis j'invite cette personne à rester curieuse, comme j'ai dit tout à l'heure, de voir autour d'elle, de questionner, de chercher des alternatives dans son entourage sur Internet, dans les magasins. On peut trouver des choses. Ça l'amène à l'autre question qu'on a aussi, c'est justement si on veut se renseigner sur c'est quoi le bon vêtement. Le bon vêtement. Il y avait un petit un reportage justement aux nouvelles cette semaine que j'entendais, là, le polyester, tout ça. Quelqu'un qui ne sait pas trop comment chercher, qui cherche une petite porte facile à cogner sur c'est quoi le bon vêtement ou les bons matériaux à magasiner. Atelier B, on les a reçus ici dans la semaine québécoise de réduction des déchets. Ils ont fait un petit cours sur les bons matériaux, quoi rechercher, faire des tests d'élasticité, tout ça. Y a-tu de. C'est des bonnes questions, C'est hein? parce que, oui, c'est parce qu'il n'y a pas une réponse à cette question-là. Là. Je pense que le bon matériau, il faudrait d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par bon. Ça, c'est un défaut de chercheur. Oui, donc, est-ce que si on veut comparer les fibres entre elles, si on dit oui, OK, le polyester, ben, c'est une ressource fossile, c'est problématique, mais si on regarde le coton, ben là, on a d'autres enjeux qui sont liés à la consommation de l'eau. Donc, entre ces deux fibres-là, laquelle est la meilleure? Ben, honnêtement, moi, personnellement, même si je connais très bien le sujet, je ne suis pas capable de vous répondre. Je ne peux pas vous dire laquelle est la meilleure entre les deux. Puis la fibre, ce n'est pas la seule chose qui compose un vêtement. Il y a tous les procédés de teinture, de tricotage, de tissage, des équipements, le lieu où c'est produit, le cocktail énergétique qui est utilisé par les industries qui fabriquent. C'est extrêmement complexe et c'est de là tout l'enjeu, en fait. De là tout l'enjeu. C'est très difficile au moment où on se parle de dire ce vêtement-là a plus ou moins d'impact qu'un autre. Ce calcul-là, il est très complexe à faire et c'est pour ça qu'on ne les a pas encore. Il y a plusieurs organismes qui tentent de le faire, trouver des indicateurs, trouver des façons de simplifier les calculs. Mais il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de consensus pour le moment. Puis, si je peux faire du pouce, c'est parce que je la vois souvent, cette question, dans des activités de sensibilisation citoyenne. Puis, comme dit Marianne, je ne répondrai pas à la question en tant que telle, puisqu'il n'y en a pas. Ça va vraiment dépendre, comme je disais, sur c'est quoi qu'on entend par un bon vêtement. Est-ce que cette personne-là, elle veut que le vêtement, les travailleurs aient été payés décemment? Est-ce que ça va être vraiment réduire l'impact de la culture? Est-ce que c'est une culture que cette personne veut locale? Il faut vraiment identifier déjà qu'est-ce qu'on recherche.
Pour la question spécifique des films, moi j'ai déjà vu, puis à chaque fois les gens dans les ateliers disaient des choses complètement différentes selon leurs valeurs, puis c'est vraiment correct. Donc gardez ça en tête, puis ne pas diaboliser ou boycotter des matières comme le polyester. Oui, il y a des enjeux avec le polyester, mais le polyester, ce n'est pas l'enjeu qui en est, c'est qu'il y en a trop. Les vêtements techniques, par exemple, on n'a pas le choix, ou en tout cas, en principe, on n'a pas le choix de les faire en polyester. Les vêtements d'extérieur, il y a des propriétés qui sont faites pour ça. Donc, il ne faut pas dire cette matière, il ne faut pas la prendre. Ça dépend des usages, ça dépend des valeurs qu'on veut chercher. Ça dépend de plein d'affaires. Pour faire du pouce sur le polyester, là. Le polyester a le défaut, non, la qualité de son défaut, c'est-à-dire qu'il dure très, très longtemps. Donc, si on veut un vêtement qui dure dans le temps, qui s'use moins longtemps, ben, on devrait favoriser du polyester par rapport à des fibres naturelles qui, elles, la seule chose qu'elles veulent faire, c'est se dégrader puis retourner dans la nature. Tu sais. On a un bon commentaire ici, là, mais justement, il faudrait un site ou une application qui aide à faire le calcul de sustainability de vêtements, une sorte de Yuka pour des vêtements. Je ne sais même pas c'est quoi Yuka. Mais OK, c'est ça, vraiment autre là, chose. il y en a une application qui a été développée par l'ADEME en France puis Refashion, là, qui est accessible, mais qui est encore, si j'ai bien compris, en mode bêta, là, qui a beaucoup de validation, vérification à faire. Puis l'affaire, c'est la façon de calculer. En fait, c'est ça, c'est la façon de calculer qui n'est pas, comment dire, c'est ça qui ne fait pas consensus pour le moment. Standardisé. C'est ça. Puis, je fais encore du pouce. Mais au-delà d'avoir une application, je pense que c'est ce qu'on disait nous trois tantôt, c'est vraiment de faire de la sensibilisation, puis de redévelopper les compétences des gens à identifier par eux-mêmes. On ne devrait pas avoir besoin d'une application, on devrait pouvoir toucher la matière, regarder les coutures du vêtement, le retourner et savoir déjà, il devrait y avoir par exemple plus d'obligations aussi des marques d'identifier sur le vêtement directement les impacts, les matières, etc. Puis je pense, Marianne, tu aurais des choses à dire là-dessus. Ben, c'est ça. Moi, étant donné que je travaille davantage avec les marques, mon mandat à moi, c'est de faire en sorte que les compagnies ne mettent pas en marché des produits qui ne sont pas durables. Et donc, ça simplifierait beaucoup le choix du citoyen. Mais bon, bref, tout ça est interrelié, n'est-ce pas? Vous parlez de sensibilisation. Moi, ça fait 30 ans que 85 de ma garde-robe est seconde main, là. Mais je suis, depuis quelques années, maman d'une adolescente. Et peut-être vous avez abordé le sujet, là. Je suis arrivée en retard, mais c'est tout un travail de sensibilisation, hein. C'est très facile de commander en ligne et avec les prix, en étant maman monoparentale, les prix hyper compétitifs et de défaire tout ce minding-là de ma fille que je ne lui avais absolument pas transmis, mais qu'elle s'est transmis toute seule via différentes influences. J'y suis arrivée à 50 de sa garde-robe, là, mais c'est déjà quand même pas mal. Mais c'est tout un parcours et de trouver des outils en tant que maman pour sensibiliser, hein. Je me dis, je ne peux pas avoir beaucoup d'impact, mais si je peux en avoir sur ma fille, c'est déjà quelque chose, là. Mais c'est une démarche qui n'est pas évidente et qui est à l'âge de l'adolescence pour une jeune fille, tout un défi. Ben, c'est sûr que c'est pas évident, là, puis je salue votre démarche d'essayer de convertir votre fille à des pratiques différentes que l'achat neuf en ligne d'ultra fast fashion. Puis j'en profite pour ajouter un point pour rebondir à votre intervention. C'est moi, je trouve toujours très ironique qu'aujourd'hui, on ait tant de mal à changer ce modèle qui n'est pas si ancien que ça quand on y pense. Tu sais, l'ultra fast fashion, la fast fashion, c'est des modèles qui sont apparus au tout début des années 60 puis qui ont pris de l'ampleur. Mais quand on y pense, ça fait pas si longtemps, sachant que dans toute l'histoire de notre civilisation avant, le réemploi, la réutilisation, tu sais, ça n'existait pas de jeter un vêtement, c'était beaucoup trop cher. Un tissu, on le réutilisait jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Il y a des teintures qui datent de l'Antiquité qui sont encore très, très belles aujourd'hui. Donc, on a tellement de difficultés aujourd'hui à changer des paradigmes pour une génération qui découvre ce modèle-là. Mais c'est ça, c'est de revenir vers des solutions différentes, les exposer aux jeunes et que les jeunes soient plus confrontés. Donc, ça peut être aussi d'en faire des activités pour développer la curiosité. C'est-à-dire, tu sais, oh, ben, allons voir une friperie. Oh, il y a un groupe de partage avec tes copines.
Est-ce que vous pouvez échanger vos vêtements? Ça peut être des alternatives sympas. Il y a beaucoup, et je refais du pouce sur ce que j'ai dit tantôt, mais il y a beaucoup de liens sociaux à faire avec ça. Échanger des vêtements entre amis, faire une friperie dans son école avec les vêtements. Ça peut être des super activités pour développer le lien social, puis tendre vers des alternatives à l'achat neuf d'ultra fast fashion non durable. Merci. Bonjour. En fait, moi, j'ai une petite question ou une petite intervention. C'est que moi, je vois que dernièrement, eh, on a fait beaucoup d'évolutions au niveau esthétique et design, au niveau du vêtement, que au niveau durable et technique. Et d'après vous, est-ce que ça, c'est parce que c'est assez compliqué ou c'est dû aux industries de la mode qui veulent pousser plus la consommation que la qualité en elle? Euh, oui, effectivement, je crois qu'il faut, faut comprendre qu'il y a une baisse de qualité parce que les entreprises sont prises pour essayer de dégager le plus de profit possible. Donc, il y a différentes façons pour arriver à ce résultat-là, soit d'obtenir de la main-d'œuvre qui est moins dispendieuse. Puis c'est pour ça que la production se déplace de pays en pays depuis des 30 ans, peut-être 40 ans, là, toujours à la recherche de quel pays aura la main-d'œuvre la moins dispendieuse. Puis c'est la même chose qui se passe avec la qualité des produits, la qualité du fil, de la fibre, du tissage, les tissus les plus minces, les densités les plus basses vont coûter moins cher. Moins de fil au pouce carré, ben, c'est moins de passage de la navette dans le métier à tisser, tu sais. Donc oui, il y a une baisse de qualité. Donc, autrement dit, techniquement en parlant, on peut avoir des tissus ou une qualité plus durable, c'est-à-dire c'est réalisable, autrement dit, d'accord? Mais c'est pas voulu par les industries de la mode, c'est ça? Ben, c'est-à-dire la masse. Puis, on va parler des industries, des marques, des manufacturiers qui sont dans le modèle de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Mais il y a des entreprises qui sont les David de ce monde qui naviguent à contre-courant et qui tentent de produire, ben pas qui tentent, mais qui produisent des produits, des tissus, des vêtements qui sont de qualité et qu'ils vendent à des prix plus élevés, mais en se disant, j'aurai un client, mais ce sera le bon. Tu sais. Je pense que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important, que le travail au niveau des designs et sur les designers eux-mêmes, leur formation aussi, c'est très important. Moi, je suis designer, mais j'ai fini l'école en 2010, il y a 15 ans là. Donc, le travail comme sur la qualité ou l'upcycling, l'éco-responsabilité, je l'ai appris avec un cheminement total, le travail associatif, les événements comme ça et tout. Donc, c'est ça, au niveau formation, c'est pas encore assez développé. Mais si on rejoint toutes les idées là, c'est que le travail, premièrement, c'est très social. Si, et dans le design, le premier but, c'est de, on va faire le design, on va créer ou faire un concept pour qui? For who? Dans le design thinking, ça commence, on fait pour qui? Donc, s'il y a autant de sensibilisation, la société va changer automatiquement. Les designers, leur rôle va changer automatiquement. Ils seront de plus en plus engagés. Ils vont trouver plus de solutions. Et moi, personnellement, dernièrement, j'ai assisté à la fresque du textile. Et pendant la fresque, j'étais vraiment choqué que 80% du fait que les vêtements ne soient pas durables est dû au design. Donc, ça m'a vraiment choqué depuis. Je me Les suis dit, décisions, c'est là ouais. que les décisions sont prises. C'est pour ça que c'est là où ça a le plus d'impact. Mais oui, absolument. Belle étape. Merci. La dernière question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interactions, vos échanges, c'était vraiment très intéressant. Peut-être une dernière question, effectivement. On a beaucoup parlé du rôle des individus dans le choix de la consommation, du rôle des industries dans les choix de production, de conception, etc. Est-ce que les gouvernements ont aussi un rôle à jouer? Et si oui, est-ce qu'ils sont plutôt en support de ces initiatives de durabilité?
Est-ce qu'il y a des initiatives qui existent au Québec, mais ça peut être peut-être même plus international que ça, là, parce qu'on parle du textile, c'est quand même des chaînes de production, de consommation qui sont plutôt internationalisées quand même. Est-ce qu'il y a des initiatives, voilà, des choses qui se font, des lois, des règlements, des... Je peux aller de très haut niveau, mais d'après moi, tu vas connaître plus. Il y a plusieurs projets de loi ou incitatifs du gouvernement. Un des majeurs sur le textile, c'est la REP, qui est la responsabilité élargie des producteurs. Il est là pour le textile, il est là pour tout ce qui est électronique, tu sais, la désuétude de programmer des électroniques. Ça, c'est tout en train d'être banni, là. Tu ne peux plus faire ça. Puis la responsabilité élargie des producteurs dans le textile va toucher la qualité des produits parce qu'ils vont devenir responsables de tout ce qui est déchets, si ça s'abîme, comment ils font pour eux récupérer. Mais ça, pour nous, en tant qu'organisme, on va dire communautaire, organisme à but non lucratif, ça nous impacte énormément parce que les gens nous donnent à nous. Et on a développé toutes les ressourceries, friperies du Québec ou peu importe où. On a développé l'expertise, le modèle d'affaires sur la collecte, le tri manuel, humain et la revente de seconde main. Si ça s'en va au niveau des producteurs, ça veut dire qu'on n'a plus de dons. Puis s'il n'y a plus de dons, il n'y a plus de mission. Fait que c'est un volet à double tranchant parce que ceux qui produisent et vendent du neuf, ils vont devoir se réinventer. C'est des investissements majeurs. Puis nous, on est là, on se dit, mais il faut travailler ensemble. Fait qu'il faut regarder comment ce projet-là évolue, comment on fait pour travailler avec les producteurs et les commerçants de neuf. Dire, hey, il faut qu'on travaille ensemble là, parce qu'on a des missions sociales qui impactent énormément la société. Nous, c'est 3000 personnes qu'on accompagne chaque année. Ça, c'est juste nous. Là. Il y en a plein. Puis on a plein de programmes sociaux qui contribuent dans l'ensemble de la société. Puis, je mentionnerais la loi S211, qui est la nouvelle loi sur l'approvisionnement, la réduction de l'élimination de l'esclavage moderne dans la chaîne d'approvisionnement. C'est nouveau depuis l'année dernière. Puis, les entreprises doivent toutes regarder comment on s'approvisionne, puis il faut remonter dans la chaîne puis dire, hey, c'est beau, là, moi, je m'approvisionne, par exemple, des fournitures de bureau. Oui, on essaie d'en sortir des magasins, mais on s'entend des dons, mais à un moment donné, les ordinateurs, on les prend parfois auprès d'Incertec, qui est une autre entreprise d'insertion, mais à un moment donné, il faut que tu achètes des crayons, il faut que tu achètes des pattes de papier qu'on essaie de récupérer. Puis là, tu dis, ben, je l'achète au bureau en gros. Fait qu'est-ce que tu passes ça ou dans une autre entreprise d'ici? Est-ce que tu passes la responsabilité seulement à ton fournisseur? Puis là, si on regarde tout ce qui se vend dans notre chaîne d'approvisionnement, qui remonte jusqu'à la source pour dire, hey, c'est quoi tes pratiques? Le producteur de crayons, le producteur de mouchoirs, papier. C'est énorme comme projet, mais c'est en place parce qu'il faut regarder ce qu'on fait et ça va encourager l'économie locale aussi. Mais c'est des années de mise en place. Et je rajouterai une précision que la REP au Québec n'existe pas, il n'est pas encore dans les priorités des prochains secteurs dans lesquels elle va être mise en place, mais c'est sûr que c'est des modèles qui existent plus au niveau européen, qui font leurs preuves ou non. Mais c'est bien en amont, c'est ça ici, de réfléchir à quel serait l'impact sur l'économie sociale, puis sa mise en place pour les producteurs, mais ça demeure à l'état de projet. Oui, donc pour répondre à ta question, au moment où on se parle, il n'y a pas de réglementation pardon, spécifique au secteur des textiles qui touche de près ou de loin là, à l'environnement ou à la circularité. Le Québec regarde beaucoup la France. Qui va allègrement avec la réglementation, va très rapidement, va très loin. Et on va voir si on s'en inspire. C'est sûr que c'est présent, là, ce que les autres font, mais pour le moment, nous, on n'a rien. Tout est à construire. Avec les particularités d'un pays nord-américain comme le nôtre qui vit dans un contexte législatif très différent de l'Europe, avec même simplement une mentalité différente là, dans la gouvernance. Donc, ouais, bonne question, mais tout est à faire. Puis, pour compléter, il faut vraiment, je pense aussi, c'est rester ouvert, regarder ce qui se fait ailleurs pour voir, mais comme
Marianne le dit, après, il y a aussi l'adaptation à certains contextes politiques qui ne sont pas les mêmes. Donc, tu sais, c'est facile de dire qu'en France, il y a tu sais, le bonus réparation, il y a plein d'affaires. Tu sais, est-ce que c'est réplicable ici de la même manière? Ce n'est pas nécessairement sûr. Là. Puis, on attend, mais écoute, dès que le gouvernement sera lancé, on le suivra. Là, puis, on l'aidera, on le co-construira, parce que c'est sûr qu'il faut qu'aussi que les concernés, les parties prenantes, l'économie sociale, l'industrie soit concertée dans la mise en place de ces lois-là, parce qu'il y a quand même des impacts aussi. Il y a des bénéfices, il y a des impacts. Mais merci beaucoup à tous les trois. Merci. C'est tout le temps qu'on avait. Grand merci à ceux qui nous ont regardés en ligne et qui sont déplacés aujourd'hui pour ce panel.